Le titre de la communication que je vous propose, vous avez le texte les origines d'Israël à la lumière de la Bible et de la nouvelle archéologie. Alors, la nouvelle archéologie, dont on va parler brièvement, est vue sous l'angle de la question fort explosive aujourd'hui des origines d'Israël. Alors, avant d'arriver dans le cœur du sujet, je vous propose un détour en 3 points finalement. Alors, la première que vous avez sous les yeux, c'est la Bible, seule source d'information. Donc, il faut savoir que pendant des siècles, les croyants ont lu la Bible. Et là, j'ai une note qui dit que quand je dis Bible, je veux surtout dire Ancien Testament. Parce que l'archéologie a chamboulé le monde biblique, mais surtout de l'Ancien Testament, beaucoup moins du Nouveau. Donc, quand je dis Bible, pensons plus à Ancien Testament. Donc, pendant des siècles, les croyants ont lu la Bible en pensant que tout ce qu'elle racontait s'était passé exactement comme c'était raconté. En d'autres termes, que tout était historique. Je ne suis pas certain que les anciens auraient aimé le mot historique parce qu'on leur impose une problématique qui n'était pas la leur. Nous avons fait, depuis la naissance de l'histoire, fin 18e, 19e siècle, on a imposé une problématique qui n'était pas la leur. Rien de toute façon n'aurait pu les amener à penser différemment, puisqu'il n'y avait pas d'autre source. Pour eux, c'est clair, la Bible était la seule source de ce qui s'était passé dans le Proche-Orient ancien. Et jusqu'à la fin du 18e siècle, au début du 19e, leur monde ressemblait beaucoup au monde biblique pré-scientifique. C'est un aspect qu'on oublie généralement. Les anciens, jusqu'à 1780, 90, 1840, où la science arrive en force, les anciens vivent dans un monde pré-scientifique, où tout est causé directement par la divinité, si vous êtes monothéiste, ou les divinités pour le monde polythéiste. Et ça change beaucoup la donne, et ça rend, c'est difficile pour nous d'entrer dans une telle mentalité. Parce que même si nous sommes croyants, nous sommes marqués par la science et nous pensons de façon scientifique. Or, les histoires d'Israël, jusque 1900 plus ou moins, reflétaient cette façon de voir, et les histoires d'Israël présentent simplement le texte biblique qu'on a mis un peu en ordre, qu'on a systématisé avec une pensée critique minimale voire absente. Alors donc, pendant les siècles, il n'y avait pas de problème. Le titre de la section numéro 2 est déjà volontairement provocateur, la Bible entrée de force dans le carcan de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quelque chose qui m'est venu de plus en plus fort à l'esprit à mesure que je pensais et que je travaillais cette question de l'archéologie qui est liée à l'histoire biblique, évidemment. Ce qui est arrivé, c'est parce que la Bible était considérée comme historique, les premiers historiens l'ont fait entrer dans ce cadre historique. Ça a été comme un mouvement naturel qui est facile à comprendre, mais à mon avis, c'était un mouvement erroné. À mesure que l'histoire et l'archéologie se sont développées au 19e et 20e siècle, cette insertion forcée de la Bible dans l'histoire a gagné en précision et en cohérence. Qu'est-ce qu'on a fait? Les événements bibliques ont été placés dans l'histoire générale reconstituée. Les différentes découvertes archéologiques de l'Orient ancien ont été utilisées indirectement, le mot est important, comme preuve de l'historicité de la Bible grâce à une méthode de convenance ou d'accord général. Autrement dit, on n'avait pas de preuve de ce qui s'est passé dans le monde biblique, mais comme on avait des artefacts de l'Égypte et surtout de Mésopotamie ou des pays avoisinants, on s'est dit, voyez, ça donne un cadre, ça donne un contexte et ça va très bien. Donc, ça donnait un fondement, une raison et ça rendait les événements probables. C'est ce qu'on peut constater dans les fameuses tables chronologiques. Alors, Sébastien, si tu peux nous mettre les tableaux chronologiques de la Bible de Jérusalem, nous les connaissons bien, j'espère. C'est les fameuses tables chronologiques que nous avons à la fin de nos Bibles. J'ai ici celle de la Bible de Jérusalem. Regardez ce qu'ils ont fait. Dans ces tables-là, à gauche, on a les événements de l'histoire qu'on appelle générale. À droite, on a les événements bibliques et au milieu, les années. La Bible de Jérusalem est allée jusqu'au tour de force de dater la préhistoire, de dater le début du monde. Vous voyez, regardez les années qui sont là. Il y a d'autres tables chronologiques qui ne vont pas aussi loin. Et là, ça continue comme ça. Et donc, on voit très bien que
Voyez, les événements bibliques sont placés par rapport aux événements de l'histoire générale et ils sont datés. Voyez, ce sont des cas chronologiques qu'on connaît bien. Alors, j'insiste pas, mais vous les voyez, vous les connaissez bien. Alors, ce qu'on a fait aussi, et je vais reculer un peu pour avoir plus de dates, c'est qu'on a fait un tour de force mathématique et chronologique. Les événements et les personnes ont été placés dans une trame historique continue. Les années ont été comptées avec des valeurs négatives. C'est tellement naturel pour nous qu'on n'y pense peut-être pas. Mais lorsqu'on place David en 1000 avant notre ère, lorsqu'on place, mettons, Ézéchias en 710 avant notre ère, le prophète Isaïe en 750 avant notre ère, l'exil en 587, ce ne sont pas des dates qui viennent de la Bible. La Bible ne donne pas de dates, c'est nous qui les faisons et on compte à partir de l'an 0, notre ère à nous, et on va de reculons. Moi, je pense que c'est injuste et ça porte un certain jugement de valeur par rapport à la Bible, parce que la Bible, n'est pas une histoire continue, elle est une série de collections ou de livres fragmentés qu'on a mis plus ou moins en ordre. Les années ne sont pas là et on va vers l'avant. C'est ça qui est intéressant. La Bible va vers l'avant. Alors, si ça vous intéresse, nous sommes en l'an 5781 de la création du monde. Et dans le judaïsme orthodoxe, ce sont ces années-là que l'on utilise encore aujourd'hui. Parce que vous pouvez, à partir du premier chapitre de la Genèse, compter. Et ça donne 5781. Les musulmans aussi, vous le savez, eux comptent à partir de l'Hégire en 622 et nous sommes en l'an 1442. Alors donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'on a fait subir à la Bible une espèce on l'a placé dans un carcan qui déjà oriente la lecture. Alors peut-être, Sébastien, que tu peux remettre mes notes. Voilà. Et donc, les textes anciens, eux, comptent par souverain ou par empire. Je donne quelques exemples ici que vous pourrez facilement trouver. Donc, la 7e année de Jéroboam II, ou la 27e de l'Empire grec, avec quelques... Donc, on va comme ça. Voilà. Donc, l'étape chronologique, ça va. Où est-ce que je suis? Voilà. Donc, l'exégèse montre que cette cohérence et cette continuité sont forcées. Il y a plusieurs tensions et contradictions à l'intérieur du texte biblique. Donc, quand on présente l'étape chronologique comme une suite continue et datée à reculons, on a déjà fait une opération qui est une espèce de violence au texte biblique qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus pluriel. Parce que on a choisi une version aux dépens d'autres versions. Bon, je donne des exemples ici dans mon texte, c'est-à-dire que lorsqu'on commence le livre de l'Exode, qui vient après la Genèse, donc le lecteur présume que l'Exode suppose la Genèse, mais lisez bien le texte. Jamais on ne fait référence à la Genèse dans le livre de l'Exode. Et c'est le livre du Deutéronome qui va opérer la fusion des traditions. Donc, il faut bien se rendre compte que les textes ne sont pas nécessairement comme les tables chronologiques ou les histoires d'Israël anciennes nous laissent supposer. On peut dire la même chose de l'histoire de David. L'histoire de David qu'on connaît, c'est celle du livre de Samuel. Or, dans les chroniques, comme vous savez, il y a une version alternative où David est complètement différent du David du livre de Samuel. Les Maccabées aussi, donc les Maccabées sont... le deuxième livre de Maccabées n'est pas la suite du premier et il présente un Maccabée et deux Maccabées, deux versions différentes de la même crise, deux interprétations de la même crise. Voilà. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que on a rendu un mauvais service à la Bible en partant. Nous avons créé nous-mêmes la crise qui allait nécessairement venir. Lorsque nous avons fait entrer la Bible dans cette vision historique et supposé que tout était historique, dès qu'on a commencé à poser des questions sur cette historicité, la crise est venue. Voyez? Cette façon de procéder est aussi injuste, je l'ai déjà dit. L'Ancien Testament n'est pas que rapport à un autre, et il va vers, et non pas à reculons. Cette façon de procéder a eu surtout comme effet pervers de supposer une historicité raisonnée de la Bible qui rend les nouvelles questions encore plus difficiles à aborder. Autrement dit, cette inscription forcée de la Bible dans l'histoire suppose que tout est historique et tout est au même plan.
David est au même plan qu'Adam et Ève ou Noé ou Samuel ou les prophètes. Dans la Bible, il y a de l'histoire, bien sûr, il ne s'agit pas de le nier, mais tout n'est pas historique et tout ne l'est pas au même plan. Donc l'archéologie a été, entre autres, cet élément qui a forcé à repenser la relation même entre la Bible et l'histoire. Dans cette œuvre de reconsidération, de réflexion, nous n'en sommes qu'au balbutiement. Je conclurai avec ça, parce que les espèces de reconsidération, de réflexion auxquelles l'archéologie nous force. Voilà. Bon, autre détour. Donc, premier point, c'était toute la Bible est historique, c'est la vision des anciens. Deuxième point, la Bible qui est forcée dans un carcan historique à partir du 18e, 19e siècle et qui a été continué jusqu'au 1970-80, disons comme ça. Troisième point, maintenant, l'archéologie. Là, je dois aller un peu vite, mais on pourra, à la période des questions, donner plus de détails si vous en voulez. Les premières fouilles. Les premières expéditions archéologiques du 19e siècle ont d'abord semblé montrer que la vision traditionnelle était exacte et que la Bible, donc, avait raison. Mais les campagnes majeures se sont déroulées là où c'était intéressant. Il faut penser, donc, là où c'est intéressant, c'est l'Égypte et la Mésopotamie. Si vous connaissez le monde biblique, je dis toujours à mes étudiants que le malheur d'Israël, c'est qu'il est au milieu, exactement, au milieu des deux empires principaux de l'Orient ancien, l'Égypte et la Mésopotamie, et que pour aller de l'un à l'autre, il faut passer par ce pays, sinon ce petit pays aurait été absolument insignifiant et n'aurait sans doute pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire. Donc, c'est paradoxal, mais c'est de l'archéologie des deux extrêmes que sont venues les premières grandes découvertes. On pense aussi aux documents écrits. Si vous connaissez l'épopée de Gilgamesh, Enuma Elish, tous les grands mythes qui ont été trouvés. Et donc, les premières expéditions du 19e siècle ont semblé prometteuses. Elles étaient souvent commanditées par des souverains ou des gouvernements de pays en compétition dans le but de fournir les musées de leur capitale de trésors. Aussi, les premières campagnes ont été qualifiées de sauvages et ont trop souvent saccagé les sites. Tant qu'on n'avait pas trouvé un trésor qu'on aurait pu exposer dans les musées, et je vous rappelle l'Europe du 19e, les compétitions entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie, beaucoup moins l'Italie, l'Espagne, mais quand même, et donc chaque musée voulait des trésors. Alors, si vous voulez voir les trésors qu'on a trouvés, il faut aller au musée de Berlin, au British Museum et au Louvre. Vous aurez à peu près tout ce qui s'est trouvé à l'époque dans ces différents pays. Donc, voilà. Et donc, on fouillait tant qu'on n'avait pas trouvé quelque chose. L'archéologie s'est un peu raffinée avec l'archéologie biblique, c'est le point 3.2. C'est le nom de William Foxwell Albright. Si vous tapez son nom sur Google, sur un moteur de recherche, vous aurez plusieurs informations, dont un livre disponible en PDF qui s'appelle The Rise and Fall of Biblical Archaeology, en anglais. Mais c'est un homme intéressant parce que William Foxwell Albright, qui était un pasteur protestant américain, a commencé une archéologie systématique du pays dans les années 30-40. Il est mort dans 60, si je me souviens bien. Et donc, il avait comme but de prouver que la Bible avait raison. Vous voyez? Et il a donc fouillé et il s'organisait pour que ça prouve que la Bible avait raison. Donc, il y avait de l'archéologie plus raffinée que ce qu'on faisait au 19e, mais déjà avec une intention dont il ne se cachait pas par ailleurs. Et donc, avant d'être trop dur envers ces archéologues, je pense qu'il faut se rappeler le contexte général de leur époque. C'était le temps du modernisme et du rationalisme. Souvenez-vous que lorsqu'on a commencé les découvertes archéologiques, épigraphiques et autres, on a attaqué la Bible très directement et la religion. Dans la pensée des rationalistes du 19e siècle, la religion allait disparaître parce que obscurantiste et la science allait régler tous les problèmes. Je résume évidemment peut-être trop là, mais donc le réflexe des croyants a été de défendre la Bible. Et évidemment, quand on est dans une guerre ou une polémique, on ne fait pas dans la dentelle, on ne fait pas dans les distinctions, et donc on comprend que
le réflexe a été de défendre au même niveau. Si l'archéologie accuse la Bible, l'archéologie va la défendre. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Ce qui est étonnant, je mets quand même un petit coup de griffe ici, ce qui est étonnant, c'est qu'une telle attitude de défense mal éclairée se voit encore dans certains courants conservateurs, surtout issus du protestantisme. Surtout. Donc, on voit encore ça un peu aujourd'hui. Voilà. Bon, la nouvelle archéologie, tout a changé. Tout a changé entre 1980 et 1990 dans ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle archéologie. Désormais, les archéologues recueillaient et analysaient tout ce qu'ils trouvaient. Tout. Les os, les pollens, les tissus, même les déchets. On analyse tout. Tous ces objets ont été placés dans un contexte plus large, sans aucun préjugé ni préconception. C'est plus ou moins vrai. Tout le monde le dit. Mais là, je ne veux pas me lancer là-dedans, puis j'aimerais pas qu'il y ait des questions là-dessus parce que c'est pas notre sujet. Mais quand vous êtes en Israël, aujourd'hui, il est difficile d'éviter les discussions politiques. Il est difficile d'éviter de prendre parti. Vous voyez, j'en dis pas plus, je pense que tout le monde comprend. Mais les archéologues, même les Israéliens, disent qu'ils n'ont aucun préjugé ni préconception et même pas d'aspect religieux. Tous les objets ont été placés dans un contexte plus large, je l'ai dit, en d'autres termes, sans interférence confessionnelle ou politique. C'est là où les réactions vont se jouer, les interférences confessionnelles. Voilà. En utilisant des méthodes nouvelles et en fouillant des lieux jusque-là sous-exploités, les résultats ont été extrêmement surprenants, au point qu'ils ont remis en question les certitudes anciennes. Bon, vous connaissez les noms, il s'agit surtout d'Israël Finkelstein et William Dever et d'autres, mais surtout ceux-là dont on parlera. Selon eux, presque rien de ce qu'affirme la Bible ne semble s'être réellement passé ou avoir eu lieu. Presque rien. On est plus en terrain solide à partir de l'époque perse, plus ou moins l'exil, 580, encore là, l'époque grecque, oui. Cela est vrai de toutes les époques principales, mais surtout de l'origine du peuple. Ces nouvelles façons de voir ont causé un débat houleux. Je ne sais pas si vous avez consulté le web ou les bibliothèques, mais actuellement, c'est une guerre. C'est une guerre où on ne ménage pas les coups, où il y a beaucoup d'interférences confessionnelles et politiques, et où on n'est pas toujours poli. Les savants du monde universitaire ont l'habitude de démolir quelqu'un élégamment, à coups d'arguments, mais on n'en est plus là. Avec tout ce qui se joue, c'est vraiment une tempête, et l'archéologie fait figure de bombe atomique. Voilà. Donc, c'est l'apparition du livre d'Israël Finkelstein et de Neil Asher Zilberman, La Bible dévoilée, du Bible Unearthed, en 2001, qui a provoqué le tremblement de terre majeur. Depuis lors, une tempête fait rage dans le monde exégétique, dans l'archéologie et dans l'histoire. Une série impressionnante d'articles et de livres ont paru sur ce thème. C'est vraiment impressionnant et ça n'arrête pas. Arguant pour ou contre la nouvelle archéologie, cristallisée autour de Finkelstein, mais il y en a d'autres. J'arrive donc au cœur du sujet. Donc, cette espèce de contexte général qui est la nouvelle archéologie, mais aussi toute espèce de bagage qu'on traîne depuis le 18e siècle sur l'histoire et le fait que la Bible est historique, tout cela peut s'illustrer à merveille à travers la question de l'origine d'Israël. Donc, je regarde ici les principales théories pour arriver à la nouvelle façon de voir et aux réactions qu'elle a suscitées. Le titre de la communication, c'est « L'origine d'Israël à la lumière de la Bible et de la nouvelle archéologie ». Alors donc, la Bible, voyons-la. Bon, première théorie de la conquête, de l'origine d'Israël, la version de la conquête militaire. Le modèle de la conquête militaire est le plus ancien des différentes théories de l'émergence d'Israël et se base sur une lecture traditionnelle et directe du texte biblique. Dans cette perspective, le livre de Josué est lu comme un récit, voire un compte-rendu, voire un reportage d'une campagne militaire en 3 étapes, le centre, le sud et le nord, dont le résultat fut une conquête rapide et totale du pays.
Ce modèle de la conquête est associé à William Albright, donc la théologie biblique, l'archéologie biblique, qui a supporté sa compréhension de l'historicité de base du récit biblique avec des découvertes archéologiques montrant des destructions violentes du 13e siècle dans plusieurs sites répartis dans le pays. C'est important de remarquer ce qui s'est fait ici, là, parce que ça rejoint ce que je disais sur les tables chronologiques. Albright trouve des sites qui ont été détruits au 13e siècle. Il dit, voyez, c'est le livre de Josué, c'est plus ou moins la même époque selon notre chronologie, donc c'est une preuve que le pays a été conquis. Vous voyez, même chose que l'étape chronologique, un argument de convenance ou de probabilité, mais pas de preuve directe. Cette présentation combinant les récits bibliques avec les données archéologiques est cependant complètement tombée en défaveur. Donc, plus personne aujourd'hui, je pense, ne croit que c'est une version crédible. Pour quelle raison? Du point de vue archéologique, il n'est pas démontré que les destructions massives du 13e siècle, pas si massives que ça, mais en tout cas, disons, des destructions du 13e siècle, soient là des Israélites ou de quelque autre peuple. On ne sait pas qui a fait ces destructions. Ça pourrait être les Égyptiens ou les peuples de la mer. Les peuples de la mer, vous le savez, ont été identifiés aux Philistins, les incirconcis qui sont venus autour du 14e siècle, le 13e siècle. De plus, il y a peu de liens entre les sites effectivement détruits à cette époque et ceux mentionnés par Josué. On n'arrive pas à faire coïncider les noms. Du point de vue biblique, le modèle de la conquête est trop littéral, voire simpliste, et manque de crédibilité et de probabilité, parce que tout le pays est livré essentiellement en 3 batailles. Voyez? Cela dit, si le livre de Josué parle bien d'une conquête, il ne parle pas vraiment de destruction, ce qui fragilise encore la théorie d'Albright et de ceux qui voudraient qu'il y ait une preuve archéologique que la conquête militaire a effectivement eu lieu. La recherche de preuves archéologiques à partir des lieux détruits est donc erronée. J'ai envie de faire ouf parce que le livre de Josué est un livre extrêmement dérangeant. C'est un génocide ordonné par Dieu qui n'ait aucun fondement historique. J'ai envie de dire ouf, tant mieux. Passons à autre chose. Voilà. Deuxième modèle, le modèle de l'infiltration pacifique. Le modèle de l'infiltration pacifique est un autre modèle de l'émergence d'Israël en Canaan, d'abord proposé par Albrecht Alt en 1925 et plus tard par Martin Noth. Martin Noth, vous le savez, c'est le père de l'historiographie deutéronomiste en 1943. Comme le modèle de la conquête, ce modèle partage l'idée que les premiers Israélites sont entrés en Canaan à partir de l'extérieur. Donc, le premier modèle, évidemment, celui de Josué, on connaît l'histoire, l'Égypte, on arrive d'Égypte. Ici, même chose, on arrive de l'extérieur. Donc, c'est un modèle qui propose une exogénèse, disons ce mot-là. Voilà. Ce modèle affirme que cette infiltration s'est faite de façon sans violence significative. Selon cette théorie, les premiers Israélites étaient des pasteurs nomades qui, sur une période de plusieurs siècles, ont migré en Canaan pour profiter des conditions de pâturage saisonnier. Au cours de ce long processus, la théorie suggère que des relations amicales se sont développées avec les habitants de l'âge du bronze tardif. Bronze tardif, 13e siècle, 14e siècle. Vous remarquez que je n'utilise pas les dates que j'ai dénoncées dans la deuxième partie de ma communication. De sorte qu'ils se seraient installés pacifiquement dans la population clairsemée des montagnes de Juda dans le but de cultiver la terre. Ils ont graduellement augmenté en nombre et en force et ont occupé les endroits plus fertiles, causant occasionnellement des conflits avec leurs voisins. Ces épisodes violents auraient servi de base au conte folklorique. Peut-être que je devrais corriger ce mot, conte folklorique. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec le mot. Peut-être que légendes seraient mieux appropriées. Ou légendes qui seront présentées plus tard dans les livres des Juges et de Josué. Politiquement, les premiers Israélites étaient donc unis dans le culte de Yahvé et dans leur organisation politique en 12 tribus appelées l'Amphictyonie. Donc, pour Alt et Martin Noth, c'est donc des pasteurs qui sont arrivés peu à peu et qui se sont mêlés à la population. Donc, la différence avec la théorie de la conquête militaire, c'est que la conquête militaire suppose un peuple déjà bien formé, qui arrive déjà formé et qui s'installe. Alors qu'ici, on n'a pas d'identité claire. Ce sont des pasteurs
des petits groupes dans les montagnes de Juda où il n'y a déjà pas beaucoup de monde parce que c'est inhospitalier. Et là, peu à peu, on se fond dans une population et on va finir par former un peuple. Et l'amphictyonie, donc le modèle grec, c'est donc un modèle où chacun garde une certaine indépendance, mais il y a des fédérations. Je pense que le mot le plus proche qu'on comprendrait facilement, c'est fédération. Voilà. La foi en Yahvé, on en reparlera, selon Albrecht Alt, c'est ce qui a uni tout ce monde-là. On a décidé donc d'adorer un seul Dieu. Donc le modèle de l'infiltration pacifique a été critiqué, évidemment, à partir de plusieurs points de vue. Premièrement, bien que les textes bibliques font allusion à une occupation du territoire sans conquête militaire, c'est vrai dans la Bible, il y a aussi quelques textes, surtout au début du livre des Juges. Il est indéniable que la Bible insiste sur une occupation initiale du pays impliquant un conflit militaire imposant. La version biblique principale, c'est la version de la conquête. Donc, il est difficile de vouloir trouver des preuves bibliques de l'infiltration pacifique. Du point de vue anthropologique ou social, ce modèle a aussi été critiqué à cause de son principe dépassé selon lequel les peuples nomades évoluent nécessairement vers la sédentarisation et l'agriculture, ce qui n'est pas toujours le cas. La suggestion que les Israélites formaient une amphictyonie de 12 tribus a été considérée comme anachronique, puisque c'est une réalité qui ne s'applique qu'à la Grèce. Et il n'y a aucune preuve archéologique. J'aurais dû ajouter surtout, il n'y a aucune preuve. Voilà. Troisième modèle, qui est un modèle extrêmement intéressant que j'aime beaucoup, le modèle de la révolte paysanne. Alors que le modèle de la conquête de l'infiltration pacifique suggérait qu'Israël était entré en Canaan à partir de l'extérieur, donc un modèle exogène, le modèle de la révolte paysanne, formé d'abord par George Mendenhall, diffère beaucoup en ce sens qu'il croit que l'émergence d'Israël en Canaan était endogène. J'ai mis endogame, oh, quelle faute! Oui, enlever endogame, endogène. Endogame, c'est les mariages, ça rapport au mariage, alors je m'excuse. Donc, il faut lire endogène. Donc, venant principalement de populations déjà dans le pays de Canaan. Donc, vous voyez, l'identité du peuple d'Israël, qui était très forte dans la théorie de la conquête militaire, l'était beaucoup moins dans la théorie de l'infiltration pacifique, tous les deux exogènes. Maintenant, on a une identité qui n'existe pas dans un modèle endogène. Donc, la théorie dit qu'Israël est né à l'intérieur même du pays de Canaan. Donc, à cette époque, le pays de Canaan faisait partie de l'Empire égyptien, mais ce sont des suzerains cananéens qui exerçaient le contrôle sur des terres agricoles environnantes. Cette aristocratie urbaine aurait opprimé les travailleurs paysans ruraux et l'élément déclencheur de la révolte, parce qu'il s'agit d'une révolte, serait arrivé lorsque ce groupe de paysans déjà mécontents a été rejoint par un groupe venu de l'extérieur, affirmant qu'ils avaient été libérés de l'esclavage par leur Dieu, Yahvé, qui leur avait du coup fourni une identité. Donc ce modèle dit que, on ne va pas réinventer l'histoire du monde, les riches oppriment les pauvres en ont assez, les pauvres se révoltent, et donc, se révoltant, ils avaient besoin d'un élément qui leur donnait une identité, et cet élément serait venu d'un groupe de l'extérieur, se réclamant de Yahvé, évidemment, le groupe venu d'Égypte. C'est très clair dans la mentalité de Mendenhall. Pour Mendenhall, ce groupe mixte est devenu les Hébreux ou les Apirous. Bon, parlons-en des Apirous. C'est un terme trouvé dans les lettres de Tel Amarna du XIVe siècle. Et ça semble désigner non pas un peuple, une identité ethnique, mais des groupes. C'est un qualificatif social qui correspondrait plus ou moins à marginal. Ce sont des marginaux. Vous voyez? Mendenhall définit ces Apirous comme des groupes de personnes sans statut légal qui s'étaient séparés de leur communauté politique antérieure. Les Hébreux Apirous ou Apirous, on le voit souvent avec un P, parfois sans H, alors pour aider à la confusion. Les Hébreux Apirous se seraient révoltés contre leur seigneur cananéen et se seraient réfugiés dans les collines de Juda dans le but de fonder une société plus égalitaire par son culte et un nouveau seigneur qui est Yahvé.
Remarquez le caractéristique de plus égalitaire, parce que ça va revenir. Et donc, pourquoi les montagnes de Juda? Parce que c'est un lieu inhospitalier où il n'y a personne. Si vous êtes allé en Israël et que vous êtes allé autour de Jérusalem, il n'y a rien. Il y a des ronces, des acacias, parfois, et des chèvres et des pierres. Alors que, et donc, aller s'établir là, il faut une bonne raison pour y aller. Et des esclaves, ou pas des esclaves, des gens marginaux ou des paysans en révolte, ça expliquerait pourquoi ils sont allés là. Donc, et encore là, Yahvé aurait été un élément pour unir tout ce monde-là. Plus tard, Norman Gottwald, entre autres, dans son célèbre livre The Tribes of Yahweh, mais surtout dans des articles, propose une version un peu modifiée de la théorie de la révolte paysanne en la plaçant dans un cadre d'une révolution sociopolitique de type marxiste. Pour lui, c'est très clair. Ce sont des méchants riches qui oppriment les bons pauvres, qui se révoltent et qui font une révolution d'octobre 1917. En plus de cette perspective marxiste, Gottwald diffère de Mendenhall en ce qu'il considère les premiers Israélites comme un groupe beaucoup plus divers qu'un groupe composé surtout de paysans. Encore là, un élément qui va revenir dans la discussion aujourd'hui, est-ce que ce sont des Cananéens, surtout des Cananéens, un peu des Cananéens, ou une insalata mista, une espèce de melting pot de différents peuples, unis par quelque chose qui les a forcés à s'unir. Vous voyez, la question est posée dès le début, elle est encore dans le débat aujourd'hui. Voilà. Donc, Gottwald considère aussi que Mendenhall a exagéré le rôle de Yahvé. Et pour lui, l'aspect social, évidemment, il a une lecture plutôt marxiste, l'aspect social suffit, les pauvres s'unissent entre eux. Donc, pour expliquer comment ces Cananéens se sont séparés pour peu à peu devenir ce qui sera le peuple d'Israël. Pour Gottwald, le facteur principal est l'insécurité générale, l'oppression à l'époque. Bon, cela dit, évidemment, les deux versions ont été contestées parce qu'il y a des problèmes. Même Mendenhall admet que sa théorie manque de données suffisantes et qu'elle est davantage le produit de ce qui aurait dû ou aurait pu arriver. Tout est basé sur ce que l'on sait de l'époque. Il n'y a pas de preuve de ça. On connaît le monde ancien. Le monde ancien, de fait, était oppressif, comme tous les mondes, j'allais dire. Les cités-États cananéennes étaient de fait, il y avait de fait une minorité de gens aisés qui opprimaient une majorité de paysans, mais il n'y a pas de preuve. Autre, encore une fois, une convenance, une probabilité. Deuxièmement, Mendenhall identifie les premiers Israélites aux Abirous des lettres d'Amarna, ce qui est loin, encore là, de faire l'unanimité. On ne sait pas qui étaient ces Abirous ou ces Apirous. Voilà. Mendenhall suppose qu'une grande quantité de Cananéens sont devenus adorateurs de Yahvé, mais aucun texte biblique ou autre ne suppose une telle conversion. Encore là, c'est possible, mais il n'y a aucune trace de ça. Les deux versions de la théorie sont surtout anachroniques parce qu'elles projettent des idées modernes de la société, de l'économie, de la politique et de la religion dans le monde ancien. Je nuancerai cette affirmation parce que quand même les pauvres opprimés par les riches, c'est un problème éternel et je ne suis pas certain que c'est d'importer des concepts modernes dans le monde ancien. Voilà. On arrive à ce qui est le cœur du débat, les modèles endogènes évolutifs. C'est le modèle qui est en vigueur, qui est le plus accepté aujourd'hui et qui est issu de l'archéologie. Voilà. Donc, depuis 1980, une série de nouveaux modèles ont été proposés pour expliquer l'émergence de l'Israël ancien en Canaan. Bien que ces modèles soient différents à plusieurs points de vue, ils partagent des éléments communs. Premièrement, ces modèles partagent l'accord général que les textes bibliques ont peu de valeur pour reconstruire l'histoire des origines d'Israël. Les archéologues et historiens vont complètement éliminer les textes bibliques. Bon, là, je dois nuancer parce que les réactions qui se font depuis qu'on a émis ces théories-là sont justement là-dessus. Parce que des gens veulent encore une fois sauver la Bible. Et là, ils vont commencer à trouver des textes qui sont plus fiables historiquement que d'autres. Vous voyez, mais
pour les archéologues et les historiens en partant, leur jugement diffère par rapport à qu'est-ce qu'on fait des textes bibliques. Est-ce que ce sont des artefacts du même niveau que les autres? Bon. Du coup, ces modèles se basent sur des données archéologiques ou épigraphiques extra-bibliques. C'est uniquement là-dessus, au départ, que se base le modèle. Ces modèles font ressortir que l'émergence d'Israël n'a pas été un événement, mais un processus évolutif qui s'est passé graduellement sur une longue période. Ce processus est placé dans le contexte général des systèmes politiques et de l'écroulement, des systèmes politiques et économiques à l'époque du bronze tardif, qui a provoqué d'importants mouvements de population et l'émergence de petites installations dans les hautes terres de Juda. Encore une fois, vous allez me dire, voilà, on reproduit le même argument qui a été dénoncé au début, un argument de convenance, mais il y a plus que ça quand même. Disons que la table est mise pour les explications qui viennent. Alors, le nerf de l'argumentaire n'est pas là-dessus, mais simplement c'est un contexte général. Basé sur le haut degré de continuité entre les données archéologiques et la grande similarité archéologique entre ces supposés proto-israélites et d'autres sites ailleurs en Canaan, il y a un accord général actuellement que l'émergence d'Israël est un phénomène interne, une endogénèse. En d'autres termes, les proto-israélites étaient essentiellement des Cananéens qui sont éventuellement devenus un peuple distinct avec des pratiques, des usages, voire des croyances distinctes. C'est actuellement ce que la plupart des archéologues et des historiens croient. C'est ce qui est présenté par Finkelstein et William Dever dans son fameux livre Who Were the Early Israelites? Il a nuancé un petit peu après, là, mais c'est ce qu'il disait au début. Donc, c'est très clair pour tout ce monde-là. Les premiers Israélites étaient des Cananéens qui ont voulu se séparer. Et nous, on pense souvent en termes biologiques. Pour nous, un peuple, c'est en termes biologiques. Mais, j'allais dire, puis là, on verra la discussion après, mais dans nos sociétés à nous, l'immigration nous a forcé ces dernières 50 ou 60 ans à repenser ce qu'est un peuple. Et il y a des analogies intéressantes qu'on pourrait faire avec le monde ancien. Un peuple, c'est pas uniquement biologique. Reprenons le cours. Parmi ces différentes oppositions, dont deux questions émergent. Si oui ou non Israël émerge comme une ethnie distincte ou simplement comme une nouvelle entité politique. C'est l'aspect ethnique. Est-ce que les proto-israélites étaient tous d'une même ethnie, cananéenne, disons, qui vont peu à peu se séparer de leurs racines cananéennes, ou est-ce que c'est une composante politique, les Habirous, c'est plus des gens qui se sont unis, qui n'étaient pas biologiquement parents, mais qui se sont unis et sont peu à peu devenus un peuple. Évidemment, le moment où c'est arrivé. À partir de quel moment on peut dire qu'Israël est Israël? Personnellement, je disais à mes étudiants il n'y a pas longtemps que c'était à l'époque de David, 1000 avant notre ère, mais je n'en suis plus du tout certain. Et si j'avais proposé une date, mais je ne suis pas un spécialiste, je dirais l'époque d'Ézéchias. Il me semble que tant que le royaume du Nord existe, qui complique les choses, l'époque d'Ézéchias, on est en 700 avant notre ère. À mon avis, c'est très clair à cette époque-là. Avant, voilà, on pourra voir si vous êtes d'accord ou non. Donc, deux types importants de questions. Les découvertes archéologiques venant des installations des hautes terres en Canaan, c'est ce qui a changé la donne. La fameuse inscription de Merneptah. Bon, je vois que le temps file, j'irai peut-être un petit peu vite là, mais les fouilles archéologiques, à l'époque du fer 1, là je dois mettre des années quand même pour qu'on se retrouve, pour que vous ayez une idée, David, c'est 1000 avant notre ère. Voyez? Donc, on révélé une série de découvertes qui ont été reliées à l'émergence d'Israël. On a cherché des marqueurs d'identité. Qu'est-ce qui marque une séparation, une brisure par rapport au monde cananéen? Voyez? Il y a une grande continuité, mais à un moment donné, apparaît quelque chose qui n'est plus cananéen. Alors, on a cherché ces marqueurs d'identité. On a trouvé quoi? Bon, le pot à collerette, c'est la traduction de Colored Rim Jar. Si vous avez mieux, aidez-moi. J'ai une explication dans une note. C'est une espèce de pot avec un rond. Ça, on l'a trouvé ailleurs. Alors finalement, ce n'est plus aussi distinctif. La maison 4 pièces non plus. Alors laissons tomber. Les discussions portent sur les éléments suivants. La forme elliptique de plusieurs villages, des hautes terres,
l'usage généralisé de silos souterrains pour entreposer les grains, les terrasses pour l'agriculture, l'absence d'os de porc. Ah, ça c'est l'élément qui a été le plus développé. Finkelstein, dans son livre, si vous l'avez lu, vous savez que lui, il dit, ils deviennent israélites à partir du moment où ils cessent de manger du porc. C'est très clair pour lui, puis c'est avéré par l'archéologie. À partir d'un moment donné, on cesse de manger du porc. Il dit que c'est le premier signe qu'on commence à se distinguer des Cananéens. Voilà. Et aussi l'augmentation de population. Il y a eu, à l'époque du fer, évidemment, une espèce de boom de population qui donne des munitions à ceux qui voient la révolte paysanne, l'arrivée massive de groupes, et aussi l'absence de temples, les temples simples, l'absence de culte organisé. Encore là, cet esprit égalitaire. Voilà. En mettant tous ces éléments ensemble, Finkelstein suggère que l'émergence d'Israël devait être vue en termes beaucoup plus politiques qu'ethniques. C'est d'abord des groupes sociaux et politiques qui ont fini par devenir une ethnie avec le temps. Il croit qu'Israël est né comme entité politique au XIe siècle tardif et que les établissements étudiés dans les Hautes-Terres correspondent avec eux. Mais en même temps, je vais passer ça parce que c'est un peu, je vois que le temps file et je ne voudrais pas abuser de votre patience, mais c'est une stèle du pharaon égyptien Merneptah qui en 1210 mentionne Israël. Alors on en discute beaucoup, c'est pas parce qu'il y a le mot Israël que c'est l'Israël qu'on connaît. C'est peut-être un lieu, c'est peut-être un peuple, c'est extrêmement difficile. Le pharaon indique qu'il a vaincu Israël. On n'arrive pas trop à savoir. Donc, je vais sauter quelques... voilà. Il y a des problèmes dans tout ça. Malgré la popularité des modèles endogènes évolutifs, il y a des problèmes. L'émergence d'Israël est sans doute plus complexe qu'on pense souvent. C'est comme s'il y a un élément qui a échappé à l'analyse. Il y a quelque chose qui nous échappe. C'est comme si les ingrédients ne donnaient pas le gâteau qu'on a. Alors, je ne sais pas si vous aimez la cuisine, là. Quand on regarde Israël, il y a quelque chose que même les modèles endogènes évolutifs n'arrivent pas à expliquer. Qu'est-ce que c'est? Toutes ces théories ignorent ou écartent plus ou moins entièrement les récits bibliques. Bon, c'est pas un problème, là. Il semble y avoir un problème chronologique entre les tentatives, bon, elles sont tombées. Donc, avec la stèle de Merneptah et l'archéologie, on n'arrive pas trop à savoir le moment. Bon, l'élément le plus important pour moi, c'est qu'on n'a pas de raison. Pour quelle raison, soit des Cananéens en fuite, soit d'autres groupes de marginaux ou de persécutés se sont unis, pour quelle raison, on ne sait pas. Et c'est ça qui est l'élément qui nous échappe, pour quelle raison, et pourquoi dans une région aussi inhospitalière. Alors, ces approches n'arrivent pas non plus à expliquer ce qui a amené le peuple à souscrire à une identité religieuse radicalement différente. Bon, je vais aller vite parce que je vois que le temps file, j'ai déjà 45 minutes, je ne voudrais pas dépasser trop. Les théories mixtes ou éclectiques. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que des chercheurs ont proposé de trouver cet élément, cet ingrédient manquant dans le gâteau. Et on va essayer de le trouver, mais le problème, c'est qu'ils ont trouvé ce qu'ils veulent trouver. Et là, on retombe encore souvent dans des gens qui veulent défendre la Bible ou sauver la Bible. J'ai lu hier une recension du livre d'Abraham Faust, qui est cité juste en bas de la page, et la recension n'était pas tendre. La recension n'était pas tendre parce qu'on passe d'une archéologie très raisonnée, on retombe dans les passions et les états d'âme de certains croyants qui ne peuvent pas se résoudre à ce que la Bible n'ait plus rien à dire. Alors donc, c'est cette section-là que je vais peut-être passer un peu, mais tout ça pour dire que l'élément qu'on veut voir dans l'élément déclencheur qui aurait donné naissance à ce groupe qui va éventuellement former le peuple d'Israël, la plupart veulent que ce soit moins cananéen qu'on pense. Bon, je donne l'exemple ici de la multitude mixte. En Exode 12:38, on parle que lorsque le peuple est sorti, il y avait des groupes de toutes sortes de monde. Évidemment, on s'accroche à un verset, mais ce qu'on dit, c'est qu'il est fort probable que ce groupe-là
n'était pas aussi homogène que les archéologues veulent bien. Donc, on dit, il y avait une multitude mixte, et moi, je vais vous montrer que ces gens-là étaient plus pluriels qu'on pensait. Donc, la multitude mixte, le problème, c'est qu'il n'y a aucun support archéologique. La question, je vais anticiper parce que je n'aurai pas le temps, là, mais Finkelstein, il dirait, s'il y avait quelque chose, il y aurait des traces. Si j'ai rien trouvé, c'est parce qu'il n'y avait rien. Vous voyez? Quand il y a un peuple, ça paraît. Et si vous êtes allé au musée d'Israël, à Jérusalem, vous voyez qu'un peuple a sa poterie, son art, ses décorations. Et donc, s'il n'y a rien trouvé de différent, c'est parce qu'il n'y avait rien. Donc, il n'y a rien qui supporte le fait qu'il y avait d'autres peuples que les Cananéens. C'est ce que je veux dire. En partant du principe que les ethnies se distinguent assez facilement dans l'art. Est-ce que les proto-israélites étaient majoritairement ou surtout cananéens? Alors là, c'est une question qui demeure complètement ouverte. Je signale rapidement, mais je n'aurai pas le temps, 2 ouvrages récents, Abraham Faust, Israel's Ethnogenesis, 2006, où simplement, lui, il insiste beaucoup sur l'égalitarisme. Et pour lui, ce qui est très clair, c'est que c'est le yavisme qui est l'élément unificateur, avec un groupe venu d'Égypte. Il reprend un peu Mendenhall, donc voilà, des semi-nomades du côté du Jourdain. Un autre livre, Ralph Hawkins, How Israel Became a People, en 2013. Lui, il est plutôt socio-ethnique, en désaccord avec la théorie de l'origine populaire cananéenne. Il croit que l'élément externe, les outsiders, a été négligé. Alors donc, il va insister sur cette multitude mixte. Il pense spécialement aux fameux chassous. Les Égyptiens mentionnent des chassous. Je ne sais pas trop ce que c'est, là. Donc, des semi-nomades qui élevaient les brebis. Et donc, pour lui, ce sont eux qui auraient été donc, là, à l'origine d'Israël. Bon, je vais sauter le reste parce que je ne veux pas abuser pour terminer avec des remarques méthodologiques rapides. Il est regrettable que plusieurs ne puissent pas étudier l'histoire ancienne d'Israël sans interférence confessionnelle. C'est un peu regrettable, mais dès qu'on touche à la Bible, on touche à des sensibilités, on touche à des croyances. Parce que la Bible est la Bible, est toute une série de présupposés et de conceptions qui interfèrent dans une étude neutre. Les ouvrages de Finkelstein n'aident pas toujours beaucoup. Finkelstein lui-même fait un aller et venu entre son travail d'archéologue et la Bible. Il ne devrait pas faire ça. Le titre, la Bible dévoilée, a sans doute été imposé par l'éditeur pour mousser les ventes, mais un archéologue s'occupe d'archéologie. Un bibliste s'occupe de la Bible. Un historien s'occupe de l'histoire et des documents et des sources. Voyez? Et là, on mêle tout. Et Finkelstein a fait la même chose. Les réactions plus ou moins courroucées par rapport aux théories sur l'origine d'Israël ne sont pas toujours et pas souvent scientifiques. Quand on prend la peine de regarder les choses, c'est assez solide. Et certains mouvements de défense sont mal éclairés, à mon avis. Comme toutes les sciences, l'archéologie est une science qui interprète. C'est là où on peut discuter. Vous connaissez la boutade, à partir de 3 pierres, les archéologues bâtissent une cathédrale, mais ils font quand même du bon travail. Et quand ils interprètent, ils ont de bons arguments. Voilà. Un dernier mot sur l'argument de l'absence. Beaucoup de gens disent ils n'interprètent pas ce qu'ils n'ont pas trouvé. Or, il est possible que Finkelstein répondrait, comme je vous disais, si j'ai rien trouvé, c'est parce qu'il n'y avait rien. Il dit ça dans une réponse à une contestation qu'il a eue. Je ne sais pas, est-ce que c'est Mazar? J'ai l'article en tout cas, et il dit clairement, si j'ai rien trouvé, c'est parce qu'il n'y avait rien. Voilà. Bon, les réactions, je vais laisser tomber, les réactions opposées, voilà. Juste pour terminer avec ça, c'est ma dernière page, encore 2-3 minutes, les conséquences pour la foi. J'ai ici au Collège universitaire dominicain un séminaire de recherche ce semestre-ci sur l'archéologie et la Bible, et c'est ce que nous avons commencé à explorer ce matin et la semaine prochaine. Si l'archéologie a raison, si tout ça est exact, toute la question historique de la Bible, surtout l'Ancien Testament, doit être complètement repensée. Qu'est-ce que cela implique pour la foi?
La méthode et les résultats de la nouvelle archéologie ont été contestés, mais ils sont plutôt solides. La question rebondit donc, comment la base historique de la foi peut-elle être repensée ou reconçue ou représentée? Est-ce que la foi perd tout fondement? Voyez? Alors donc, je donne quelques pistes ici qui sont souvent ce qu'on a entendu par beaucoup. Il faut sortir de la dichotomie vérité-mensonge ou vrai-faux. Il faut aller plutôt dans histoire objective, histoire racontée, fait brut, interprétation. Ce sont des pistes intéressantes, mais il demeure que si l'Exode n'a jamais eu lieu, on a un problème. Et il faut réinterpréter ou repenser les fondements historiques de la foi. Bon, alors je m'arrête ici. Conclusion, oui. Voilà. Juste pour dire que, personnellement, je préconise une libération de la Bible. Pour moi, laissons la Bible être la Bible. Arrêtons de vouloir la forcer, je m'excuse du mauvais mot québécois, de la squeezer dans un carcan historique qui ne l'aide pas finalement. À mon avis, laissons les archéologues faire leur travail, laissons les historiens faire leur travail, et nous faisons notre travail d'exégète ou de croyants qui lisons la Bible. Encore faut-il redéfinir son lien avec l'histoire, mais ce n'est pas parce qu'on nous pose des questions sérieuses qu'il n'y a pas de solution. Ce n'est pas la première fois qu'on nous pose des questions sérieuses. Ça fait 200 ans qu'on nous pose des questions sérieuses, et chaque fois, on a trouvé des pistes de solutions extrêmement intéressantes, de sorte qu'on peut être des croyants intelligents qui continue encore aujourd'hui.